Bien, merci beaucoup. Alors tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation, qui ne m'était pas destinée au départ, mais vous l'aurez compris, je remplace mon directeur, j'en suis ravie. Il est retenu par d'autres obligations donc au Canada, effectivement, mais il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Donc voilà. Donc merci pour votre accueil et merci aussi pour tout ce que vous avez partagé ce matin, donc l'ARCA, sur les résultats de votre recherche, la méthodologie, etc., qui ouvre de nouvelles perspectives. Enfin pour moi en tout cas, et pour les FJR, un regard nouveau, etc. Donc merci pour ça. Donc je vais parler rapidement, je vais être, je pense, assez brève, mais de l'approche de l'IFJR pour justement illustrer un petit peu le titre de votre programme sur la pluralité des pratiques. Et donc illustrer cette pluralité, car oui, effectivement, sans mystère, nous n'avons pas la même approche. Pour autant, ces approches ne sont pas, à mon sens, incompatibles, bien au contraire, et voire complémentaires, d'après ce que j'ai pu entendre ce matin. Donc encore une fois, vraiment intéressant d'avoir pu avoir de façon plus fine les détails de cette approche. Et je vais maintenant vous dire quelques mots sur ce qu'on fait au sein de l'IFJR. Tout d'abord en vous donnant quelques chiffres rapides pour illustrer un petit peu de façon générale ce que l'on peut constater à notre niveau de l'engouement pour la justice restaurative en France depuis quelques années. Donc notamment les actions de sensibilisation que l'on fait, on en est à plus de 150, des formations de plus de 1100 professionnels, ce sont des formations IFJR, ENAP et France Victimes qui sont dispensées. Des certificats d'animateurs, plus de 320, 39 formations programmées pour 2018, ce qui fait 13 de plus que l'an dernier, 13 programmes accompagnés, 15 prévus pour 2018, bref, des évaluations en cours, 3 en cours, 3 projetées, etc. Donc ça vous montre, j'espère, un petit peu l'engouement du monde des professionnels, des structures, pour cette idée de justice restaurative. Mais au regard de cette pluralité d'approches donc, que nous illustrons aujourd'hui, je pense qu'il est important de vous donner des clés de compréhension et donc de vous expliquer qu'est-ce que l'on fait à l'IFJR, c'est-à-dire plutôt des mesures, on met en place des mesures de justice restaurative. Clairement, des mesures de justice restaurative, qu'est-ce que c'est ? Alors il n'est pas question de dire... encore une fois, qu'il y ait une hiérarchie, une pratique plus rigoureuse ou plus pure, etc. Ce n'est pas du tout le cas, mais vraiment donner plus de détails. Donc sur le terme mesure déjà de justice restaurative, qui est contenu dans la loi, dans la circulaire, loi de 2014, circulaire de 2017, on a pu constater en pratique, et notamment dans le champ des mineurs, que ce terme même posait problème de mesure. Parce qu'elle était connotée comme renvoyant une mesure judiciaire, comme une obligation. Donc je précise de suite que mesure de justice restaurative renvoie plutôt à dispositif, et de plus en plus, moi j'utilise le terme dispositif. Ensuite, qu'est-ce que j'entends par dispositif de justice restaurative ? Tout simplement au sens de la loi, de l'article 10-1, puis complété par la circulaire. D'abord, une rencontre entre au moins une victime et un auteur d'infraction. Alors, rencontre dans l'idéal en face à face, quand ça n'est pas possible en indirect, donc par le biais soit une victime qui n'est pas la même victime que l'infraction qui a été commise par l'auteur. On peut penser à d'autres formes de rencontres indirectes, ainsi qu'une phase de préparation en individuel, ou ensuite en collectif entre l'animateur ou les futurs animateurs et la victime, les auteurs, l'auteur. Ensuite, autre critère de ces mesures, c'est la participation active à la résolution des difficultés résultant de l'infraction. Donc cette participation active, elle est très importante, j'y reviendrai à la fin de mon propos, mais je pense qu'elle a aussi été illustrée ce matin, c'est-à-dire vraiment, on va dire, adhérer ou... C'est même pas adhérer, mais c'est retenir un positionnement professionnel, une posture professionnelle différente en arrivant à laisser quelque part plus de maîtrise aux personnes, aux justiciables. Donc ça, c'est aussi un point important. Autre élément, c'est évidemment de façon très légaliste, la conformité aux conditions de recours
à une mesure de justice restaurative, reconnaissance des faits, information complète, volontariat, essentiel, on l'a répété, et des conditions de mise en œuvre également, avec le fameux tiers indépendant informé, donc cet animateur. Le contrôle de légalité, soit par l'autorité judiciaire, soit par l'administration pénitentiaire. La confidentialité, qui pose aussi beaucoup de questions en pratique. Autre élément, c'est la mise en place d'un protocole avec l'idée d'une information préalable qui est donnée avant l'orientation des personnes, puis ensuite une information plus complète pour recueillir le consentement véritable des personnes. Donc ça, c'est aussi la circulaire qui le précise dans le texte. Et enfin, notre élément, c'est le partenariat, qui semble effectivement très important, car le fameux contrôle dont je vous parlais, la formation des professionnels, elle est aussi facilitée par le partenariat qui est mis en place. Alors, au sein de l'IFJR, les partenariats se font plutôt entre l'administration pénitentiaire et les associations d'aide aux victimes, ce qui aboutit à mettre en place des mesures, des dispositifs de justice restaurative plutôt en post-sententiel et avec une animation en binôme, double, donc avec des personnes animatrices venues de cultures professionnelles différentes et qui sont, cette association est très riche en termes de partage de regards du côté de l'auteur de l'infraction, des professionnels travaillant avec les auteurs et des professionnels travaillant avec les victimes. Sur la base également, pour ajouter à mes propos, pour comprendre un petit peu ce qu'on fait, sur la base des travaux de Robert Cariou et de Benjamin Sayous, on a identifié 3 phases en fait dans la mise en place de ces mesures de justice restaurative. Une phase préalable, c'est vraiment la mise en place, où on cherche à former un comité de pilotage avec une convention de partenariat, un groupe projet, etc. Donc c'est toute cette logistique, ce cadre qui est important, qui va permettre à la mesure de s'épanouir. Ensuite, une phase préparatoire où là on prépare les participants véritablement pour qu'ils puissent apprivoiser, s'approprier le dispositif. Et enfin, la phase opérationnelle qui est celle des rencontres directes, indirectes, avec un auteur, plusieurs auteurs, une victime, plusieurs victimes. Et on comprend que la phase opérationnelle, elle est très courte par rapport aux phases préalables et préparatoires qui prennent beaucoup plus de temps à se mettre en place. Donc, voilà à peu près quelle est notre approche et les mesures que l'on met en place pour certaines. Donc principalement, ce sont qu'on aide à mettre en place. C'est principalement les rencontres détenues victimes et rencontres condamnées victimes en post-sententiel. Quelques CSR, donc cercles de soutien et de responsabilité. Et ensuite, on a aussi quelques médiations, mais plus rarement, beaucoup plus rarement, et en post-sententiel toujours, pas trop en pré-sententiel. L'idée de proposer de nouvelles formations pour des conférences restauratives et des cercles restauratifs. Et là, je viens de vous énumérer tous les dispositifs de justice restaurative qui sont, on va dire, indiqués par la circulaire de 2017. Voilà le projet. Sachant aussi que vous l'avez remarqué, je le dis beaucoup, c'est beaucoup de post-sententiel que l'on fait, donc après la condamnation. Effectivement, ça fait partie un petit peu des défis dont je vais essayer de vous parler rapidement à la fin de mon propos. Autre idée aussi, à travers, au-delà plutôt de toutes ces conditions légales, de ce processus protocole construit, il y a aussi le souci de créer des conditions déontologiques, en fait, à la mise en œuvre des dispositifs de justice restaurative. Et donc je rejoins les propos de ce menteur avec cette idée d'acquérir une posture spécifique pour les animateurs de justice restaurative. C'est cette idée de ce qu'on appelle, nous, copartialité, donc une partialité égale à la fois pour la victime et pour l'auteur. Donc copartialité qui vient de l'idée de la théorie relationnelle, humaniste, etc. Donc des choses qu'on a évoquées plus tôt.
Autre idée dans la déontologie, c'est la gratuité. Proposer ce service, cette option de justice complémentaire au processus pénal de façon gratuite, ce qui est très important et ce qui pose la question des fonds récoltés pour mettre en place aussi. Également le caractère dynamique du processus de justice restaurative qui doit toujours avoir le souci de s'adapter aux personnes en réalité et aux participants, j'entends. Également un souci de cohérence avec l'accompagnement qui est par ailleurs proposé aux auteurs ou aux victimes. Et parce que ce n'est pas dissocié, qu'il y a des ponts à faire aussi et qu'on doit avoir aussi un regard complémentaire par rapport à ceci. Et on propose également un filet psychologique, on appelle ça filet, donc vraiment cette idée de si le besoin se fait ressentir, les personnes peuvent avoir accès à un psychologue par exemple. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Je voudrais continuer un petit peu, s'il me reste un petit peu de temps, juste sur quelques résultats. Alors, et puis réagir aussi par rapport à ce qui a été dit ce matin, parce qu'effectivement, je pense que la démarche que nous avons eue à l'IFJR est inverse à celle qu'a eue Citoyens Justice et l'ARCA, c'est-à-dire que vous êtes partis des pratiques existantes pour construire des approches de justice restaurative et nous avons proposé un modèle ou un dispositif de justice restaurative que nous tentons, grâce au retour que nous avons, d'adapter sur certains aspects pour qu'ils correspondent au mieux aux besoins à la fois des personnes, des participants, mais aussi aux pratiques et aux réalités des professionnels. Vous l'avez évoqué, c'est ce que nous constatons également. D'un service à l'autre, les réalités sont très différentes et il faut s'y adapter. Ce que je trouve néanmoins essentiel, c'est de toujours garder ce noyau dur de la justice restaurative, c'est-à-dire ces principes fondamentaux qui sont une boussole, pour revenir un petit peu justement aux fondamentaux et à Howard Zehr, donc cette boussole-là, et d'ensuite réfléchir à la marge de manœuvre et aux adaptations possibles. Mais aussi les résultats que vous avez présentés sur ce que ça fait aux professionnels, c'est aussi ce que l'on constate. Donc c'était intéressant de voir qu'on constatait cette même enrichissement des postures professionnelles, cette plus grande facilité qu'avaient ensuite les professionnels à pouvoir invoquer par exemple la victime dans leur pratique quotidienne ou leur pratique classique plutôt. Également pour les participants, bien sûr, les personnes victimes et les personnes auteurs, c'est très variable d'une personne à l'autre parce que les temporalités sont différentes, que les personnes ne s'emparent pas de la justice restaurative au même moment, donc ça peut clôturer un processus, ça peut ouvrir autre chose, ça peut conduire à faire appel à un psychologue auquel on n'avait pas du tout pensé avant par exemple. Donc il y a différents effets qui sont constatés mais qui sont sur les retours que l'on a qui sont aussi toujours positifs. Dernier point, je suis désolée, je suis très bavarde, il y a aussi l'implication qui est pour nous importante dans les pratiques que nous mettons en place, c'est l'implication de la communauté et notamment en particulier dans les RDV-RCV, c'est la présence des membres de la communauté qui sont vraiment là dans un souci de démontrer cet intérêt un petit peu parfois, alors à la fois très concret, il y a 2 dimensions et très symboliques, de la société pour la réinsertion de la personne et aussi la responsabilité peut-être dans la commission de l'acte. Donc dans tous les cas, beaucoup de pratiques. Donc voilà ce que nous faisons, plutôt des mesures ou dispositifs de justice restaurative. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que la justice restaurative peut irriguer beaucoup de domaines finalement. L'important étant d'impliquer les personnes en tant que sujet, non pas objet d'intervention. Je vous remercie, j'étais trop bavarde. Merci beaucoup. Véronique Dandonneau. Je crois que c'est bon, ouais. Bon, alors, vous l'aurez compris avec ce qui a été exposé ce matin, nous sommes, au niveau de Citoyens et Justice, dans une approche qui pourrait être qualifiée, enfin que l'on peut qualifier très clairement d'atypique, de non conventionnelle, de plurielle, et en tout état de cause, dans une approche qui, dès le départ, n'a pas voulu se situer d'un point de vue dogmatique.
Et nous pouvons dire que nous revendiquons très clairement le fait que nous ne soyons pas justement dans une approche dogmatique avec des modèles qui seraient des modèles calqués venus d'ailleurs, du Canada ou par des modèles anglo-saxons. C'est en cela que notre approche se veut un petit peu différente. Nous avons opté donc pour des modèles que l'on peut qualifier d'endogènes, puisque finalement ce sont des modèles qui ont pris corps à l'intérieur de nos pratiques et à l'intérieur de nos organisations de travail, avec de manière systématique une quadruple volonté, ou en tout cas un quadruple ancrage, qui a été tout d'abord, et ça vous l'avez bien entendu ce matin, de partir des besoins des personnes que nous suivons, des justiciables que nous recevons quotidiennement dans les associations socio-judiciaires. Second point d'ancrage, s'appuyer sur l'expertise des professionnels de notre réseau. Nous avons au sein de nos associations ce que nous appelons des intervenants socio-judiciaires qui sont formés, qui reçoivent des mandats judiciaires et qui ont une très bonne connaissance, une bonne pratique de la manière dont il est possible d'accompagner le public, même si le terme n'est pas très joli, mais le public justice avec les besoins de ce public, mais également les contraintes de l'environnement dans lequel se trouve pris finalement ce public. Et puis, autre point, le fait de s'inscrire dans la réalité judiciaire qui est la nôtre. Aujourd'hui, cette réalité judiciaire, elle touche deux choses, à savoir les flux de justice, puisqu'on est dans des contraintes de gestion qui sont une véritable réalité, mais également nous avons des contraintes en termes de coûts. Ça a été abordé sous forme de questions par Espérer 95 ce matin et par la SOEDI, et ça aussi c'est une réalité, et j'y reviendrai un petit peu plus loin dans mon propos. Et bien évidemment, je parlais d'un quadruple ancrage en débutant cette intervention. Le dernier point, c'était bien évidemment de respecter les principes fondamentaux de la justice restaurative. Alors de respecter à la fois les principes fondamentaux tels que la justice restaurative a été inscrite dans le Code de procédure pénale, mais également l'ensemble des principes fondamentaux qui ont été posés par la circulaire du 15 mars 2017 et qui nous donnent un certain nombre d'orientations par rapport à ces fondamentaux. Nous aurions pu faire le choix de développer en premier lieu et avant toute chose la formation des professionnels en s'appuyant sur des outils préconçus et des modèles importés. Et finalement, nous avons opté pour faire quelque chose de très différent. Le choix a été inverse. Nous avons d'abord expertisé, et ça c'est vraiment très important de le dire, nous sommes partis de cette expertise des pratiques professionnelles. Nous nous sommes intéressés à ce que savaient faire les intervenants socio-judiciaires, à la manière dont ils travaillaient avec le public justice. Nous avons recueilli leur point de vue sur la justice restaurative. Vous en avez eu un témoignage à travers les films qui ont bien voulu passer, qui ont pu vous être diffusés ce matin. Et c'est à partir de ces éléments que nous avons ensuite, dans un second temps, construit des supports adaptés pour pouvoir alimenter la formation. Enfin, je dis que nous avons construit les supports, en l'occurrence c'est l'Arquin qui a construit les supports qui ont permis effectivement d'avoir une formation adaptée aux intervenants socio-judiciaires. À travers l'ensemble de cette recherche-action, nous avons systématiquement été animés par une attention particulière qui a été de ne pas tomber dans un écueil qui peut parfois exister, à savoir former des professionnels à des modalités pratiques qui ne pourraient pas fonctionner, parce que des modalités pratiques qui ne seraient pas implantables dans la réalité de notre système pénal actuel. Donc ça, c'était un point extrêmement fort de cette recherche-action. Ce matin, et je ne vais pas y revenir, vous ont été présentées les mesures à partir desquelles nous avons choisi d'expérimenter la justice restaurative. Et c'est donc bien en cela que notre approche est singulière. Nous nous sommes appuyés sur des mandats qui nous sont confiés par l'institution judiciaire, je le redis, mais voilà, on l'affirme, c'est un parti pris. Et nous nous sommes adaptés finalement à la réalité quotidienne de la justice en France. Et c'est à partir de cette méthodologie de travail, de ce parti pris, que je souhaiterais vous faire part des différents constats que nous avons pu faire. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai un temps réduit, donc je vais vous faire part des principaux constats. Tout d'abord, on se rend compte, et c'est important de le souligner, que c'est réaliste et réalisable.
L'approche, finalement, elle n'est pas restée lettre morte, on n'est pas resté dans de la théorie. Les expériences que nous avons menées n'ont absolument pas entravé le fonctionnement classique de l'institution judiciaire. Les professionnels, vous les avez vus ce matin, ne se sont pas sentis complètement perdus ou pire encore relayés à des rôles d'apprentis sorciers finalement en testant des choses un petit peu nouvelles par rapport à cette justice restaurative. Et nous sommes restés finalement dans une approche qui nous a permis de travailler sur la question de l'efficience des réponses à apporter. Alors, bien évidemment, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce matin, Émilie Cohen, je ne sais pas où est Émilie, elle est tout à fait au fond là-bas, elle se cache, mais dans le film, elle parlait du niveau 0, elle disait que maintenant, elle était arrivée au niveau 1. Donc voilà, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est une réalité. On ne le nie pas du tout, mais on se rend compte que ce qu'on a expérimenté, c'est cohérent et c'est réalisable. Voilà pour ce premier constat. Deuxième constat, c'est que ce qui a été proposé, ce qui a été expérimenté, eh bien, ça répond à un besoin des justiciables et des personnes que nous recevons au sein de nos associations. Donc ça aussi, c'était important pour nous de pouvoir le mesurer. Le témoignage masqué de ce matin en a été une preuve. Et donc forcément, troisième constat, partant de ce besoin et de cette identification, la conséquence directe, c'est que finalement, nous avons travaillé à une sorte de démocratisation de la justice restaurative. Le choix que nous avons fait, il a permis de proposer un accompagnement restauratif à une quarantaine de personnes qui sont passées, qui ont été prises en charge et qui ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre des groupes de parole à destination des auteurs de violences au sein du couple. Voilà, on avait véritablement ce souhait de pouvoir proposer la justice restaurative finalement à un grand nombre de personnes et de la sortir de quelque chose qui pourrait rester dans l'ordre de la confidentialité. Autre constat, nous n'avons pas créé un dispositif supplémentaire, c'était important pour nous, mais nous avons travaillé à la création d'outils complémentaires. Et ces outils complémentaires, ils étaient là, il a été créé pour venir alimenter la palette des outils que les intervenants socio-judiciaires ont à leur disposition pour accompagner les justiciables au quotidien. Cela a nécessité, et c'est ce que nous a montré la recherche-action, de développer, Émilie le disait aussi, une posture professionnelle spécifique qui n'avait jamais, à notre sens, été mise en œuvre, éprouvée, jamais construite par ailleurs. Enfin, et j'en terminerai par là sur ces constats, c'est que malgré notre approche atypique, eh bien finalement, nous avons réussi à travailler sans faire d'infidélité à ces fameux fondamentaux de la justice restaurative. Puisque, si je reprends les termes de la circulaire, nous avons notamment des exigences en termes de en termes de formation, et nous avons effectivement, avant de débuter, proposé plusieurs séances de formation à l'ensemble des personnes qui ont été impliquées dans cette recherche-action. Bien évidemment, nous avons travaillé de manière très appuyée sur la question du consentement des personnes. Donc là encore, nous avons respecté cette exigence. Nous avons travaillé sur la question de la confidentialité, de l'autonomie, etc., etc. Donc tout ce qui fait l'ADN, on pourrait dire, de la justice restaurative a été respecté, alors même que nous étions dans une approche qui pouvait être qualifiée et perçue de l'extérieur de particulièrement atypique. Alors aujourd'hui, on peut reprocher à Citoyens et Justice un certain nombre de choses, et je dois dire que certains ne s'en privent pas pour le faire, autant dire les choses très clairement. Nous avons encore du chemin à parcourir, je le disais, nous en sommes totalement convaincus. Nous pouvons nous reprocher, il peut nous être reproché, sur certains sites de ne pas avoir mis en place une... C'est bon ? J'ai encore du temps ? D'accord. De n'avoir pas mis en place des rencontres directes entre un auteur et une victime. Mais ça ne veut pas dire que la victime n'a pas été présente finalement de manière symbolique de ce processus. Elle faisait partie finalement du processus qui a été proposé. Mais on peut nous le reprocher et c'est très vrai.
On ne peut pas, en revanche, nous reprocher de ne pas avoir tenu compte des contraintes liées au fonctionnement de la justice. En effet, nous avons à la fois tenu compte de la diversité des procédures dans lesquelles il nous semble pertinent de pouvoir proposer un accompagnement restauratif, puisque nous avons à la fois travaillé sur l'intégration d'accompagnement dans une phase post-sententielle, mais aussi dans une phase pré-sententielle, mais également auprès de publics mineurs. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que nous revendiquons, et on peut difficilement nous reprocher de ne pas avoir joué ce jeu-là, en tout cas de la diversité des procédures dans lesquelles nous pouvions expérimenter la justice restaurative. Et tout ça, bien évidemment, a contribué à sortir la justice restaurative de la confidentialité. Alors, pour préparer cette table ronde, j'ai cherché des données chiffrées, objectivées. Alors peut-être qu'elles existent, mais en tout état de cause, elles ne sont pas publiées sur le site du ministère de la Justice. On a eu un échange un petit peu à ce sujet-là lors du déjeuner. Et les seuls chiffres finalement que j'ai pu trouver sont ceux du rapport d'activité de l'APCARS. L'APCARS, c'est une association, beaucoup d'entre vous doivent connaître cette association, c'est une association socio-judiciaire qui fait partie de Citoyens et Justice et qui a été la première association à créer en 2014 un service régional de justice restaurative. Donc l'APCARS a été particulièrement pionnière sur cette question de la justice restaurative. Et elle a principalement travaillé à la mise en œuvre de rencontres auteurs-victimes, que ce soit des rencontres détenus-victimes ou des rencontres condamnés-victimes. Et donc en 2016, dans le rapport d'activité, il est annoncé 19 personnes qui ont pu participer à ces rencontres. Et ce chiffre, il est particulièrement intéressant. Il est intéressant parce qu'il nous permet de mettre en perspective ce nombre de personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement en termes de justice restaurative avec les 30 000 justiciables que l'APCARS reçoit dans sa pratique annuelle. Alors, je ne dis pas que l'APCARS fait du suivi sur 30 000 personnes, parce qu'à l'intérieur, il y a des mesures qui sont les enquêtes sociales rapides et qui occupent une grande part de ce chiffre-là. Mais en tout état de cause, on peut voir que l'APCARS, qui a une couverture géographique large, une très très bonne expertise sur l'ensemble du public justice, que ce soit les auteurs, les victimes, dans le champ pré-sententiel, dans le champ post-sententiel, des professionnels qui sont extrêmement bien formés au niveau de l'APCARS. Ils ont été formés par l'IFJR, ils sont forcément très très bien formés, voilà. Ils ont des moyens et un service spécifiquement dédié à la justice restaurative. Et vraiment, l'APCARS, c'est une structure qui est particulièrement bien insérée au sein de l'institution judiciaire. Force est de constater que finalement, malgré cette situation optimale, l'approche classique, on pourrait dire puriste, de la justice restaurative, eh bien, elle n'a pas permis une démocratisation extrêmement forte de la justice restaurative au regard des flux judiciaires. Et cette approche, finalement, ça ne permet pas à un ensemble important de ce public justice de pouvoir bénéficier d'une approche. Et c'est exactement pour cela, finalement, que nous sommes convaincus, que nous étions convaincus et que nous sommes convaincus, après avoir mené notre recherche-action, que nous devons impérativement adosser aux mandats judiciaires qui nous sont confiés, à nos pratiques, finalement, une réponse en termes de justice restaurative. Et aujourd'hui, nous sommes face à des défis qui sont multiples. La démocratisation de la justice restaurative, donc ça j'en ai parlé, et je pense que tout le monde est convaincu de cette nécessité qui pourrait être une nécessité quasiment d'intérêt général. Deuxième défi en termes de formation, puisqu'aujourd'hui nous avons une démultiplication des formations et on ne peut que s'en féliciter. On ne peut que se féliciter de voir une meilleure diffusion de l'information de l'existence de la justice restaurative en France. En revanche, il nous semble important d'avoir une vigilance particulière quant à l'essaimage auprès des professionnels, de se poser la question de savoir quels sont les outils qui vont ou qui sont transmis. Et de notre point de vue, il faut également être vigilant à ne pas former finalement des cohortes de professionnels à des outils qui ne pourraient pas s'adapter aux contraintes du fonctionnement judiciaire
actuelle. Alors, petite parenthèse pour information, les outils qui ont été présentés ce matin par l'ARCA sont des outils qui vont être transmis par le biais du Centre de formation de citoyens et justice. Nous aurions pu faire le choix de diffuser très largement ces outils, mais il nous semble important que ces outils puissent être accompagnés, qu'il y ait un travail pédagogique de fait autour de la transmission de ces outils pour qu'ils ne soient pas utilisés d'une manière qui ne serait pas optimale. Nous avons aussi fait le choix d'attendre les résultats de la recherche-action pour inscrire au sein du catalogue formation de citoyens et justice cette formation. Autre défi de taille, l'articulation sur les territoires. Il faut le dire très clairement, on ne va pas pratiquer la langue de bois aujourd'hui. Nous voyons une certaine pression qui peut être mise sur ou par les chefs de juridiction pour se doter de conventions, mais finalement, il n'y a que peu de réflexion sur les outils ou la posture restaurative à développer. Et il n'y a pas non plus d'éléments d'évaluation. Et ça nous semble important de pouvoir travailler sur des indicateurs d'évaluation, peut-être sur la manière dont la justice restaurative va s'implanter. Et surtout, et là nous le déplorons extrêmement fortement, il n'y a pas de réflexion sur le maillage associatif existant ou préexistant. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans des situations qui sont très surprenantes, où lorsqu'il s'agit de passer des conventions locales, certaines juridictions et certaines associations d'aide-aux-victimes oublient tout simplement qu'il existe des associations socio-judiciaires. Alors forcément, ça ne peut que nous interpeller, nous, en tant que fédération qui représentons des associations socio-judiciaires. Et ça nous interpelle d'autant plus que dans un second temps, il peut être demandé à ces associations socio-judiciaires qui n'ont pas été conviées à l'élaboration de protocoles sur la mise en œuvre de la justice restaurative au niveau local, on leur demande de fournir tout simplement des auteurs. Donc vous comprenez bien que pour des professionnels qui sont laissés de côté, dire on va juste être fournisseur d'auteurs, bon, ça crispe un petit peu les situations au niveau local. Quatrième défi, le soutien financier. Oui, forcément, il faut bien aborder la question économique. Les associations sites pilotes ont expérimenté à financement constant. Il faut le dire, on n'a rien demandé en plus. Mais ça ne peut pas rester en l'état. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous questionne. Et le dernier défi, dernière nécessité de notre point de vue, c'est d'obtenir des éléments objectivés, des statistiques. Et oui, parce que ça aussi, c'est quand même très utile, les statistiques. Et finalement, en France, on n'a pas forcément une culture de la statistique extrêmement développée. Donc des statistiques à la fois sur le nombre de personnes qui bénéficient de manière efficiente de la justice restaurative, mais également sur le temps nécessaire à sa mise en œuvre, parce que ça aussi, ce sont des indicateurs qui sont fondamentaux. Tout ceci, bien évidemment, pouvant être soutenu par des outils d'évaluation scientifiquement partagés. En conclusion, je dirais que nous sommes sur une table ronde sur les différentes approches de la justice restaurative. Et la principale question que l'on pourrait poser au pouvoir public, ce serait de savoir si l'on souhaite réellement une pluralité d'approches, ou si finalement c'est pas plus confortable de se réunir autour d'une pensée unique et dogmatique. La question se pose de savoir si les cartes ne sont pas déjà distribuées sur les territoires, et surtout, nous, ce qui nous interpelle, c'est de savoir quelle est la place qui peut être faite aux associations socio-judiciaires. Aujourd'hui, Citoyens et Justice, le réseau de Citoyens et Justice accompagne environ 350 000 personnes de manière annuelle dans les champs pré-post-sententiels, des accompagnements qui se font auprès des majeurs, des mineurs, et nous continuerons à le faire demain, avec ou sans justice restaurative. Mais comme nous sommes convaincus de l'intérêt de la justice restaurative, sinon on n'en serait pas à cette deuxième conférence, nous estimons que ce serait bien de pouvoir le faire avec les associations socio-judiciaires. Mais bon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de le faire avec les associations socio-judiciaires ? C'est pas nous qui trancherons, c'est pas nous qui serons décisionnaires dans la mise en œuvre des orientations prises par le ministère de la Justice.
Mais nous aurons au moins essayé de travailler à des pratiques innovantes avec l'adhésion des justiciables. Et nous espérons que cette expérimentation va permettre d'ouvrir d'autres voies, de faire émerger une véritable doctrine française qui se sera inspirée de ces expérimentations, de cette expérimentation, des idées développées. Reste à savoir, bien évidemment, si ce point de vue sera partagé par le ministère de la Justice et plus particulièrement par le Comité national de la justice restaurative qui devrait très prochainement ouvrir des travaux. Voilà. Erwan. Merci. J'ai combien de temps là cette fois? Ok. Bon, merci d'être resté jusque-là, c'est bien. Moi, je voulais déjà vous remercier en premier les professionnels qui ont joué de jeu sur le terrain, puisqu'ils l'ont fait en complément de leur pratique actuelle, ce qui n'était pas forcément évident pour eux. On a pu le voir sur certains terrains, c'était compliqué. Donc merci à eux, parce que s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas fait grand-chose. Aux collègues chercheurs qui se sont déplacés, vu que Estelle, tu dois repartir, je te remercie maintenant. Merci de nous faire part de ces expériences internationales. Alors, il y en a un autre dans la salle qui nous vient de Belgique. C'est bien d'être là. Collègue belge. Notre collègue Bérangère, qui était juste ici pour présenter le Good Life Model qu'on ne connaît pas assez en France. Et je pense qu'on se doit de connaître Antigone en Belgique pour ce modèle réhabilitatif positif qui a beaucoup à apprendre aussi et beaucoup de complémentarité par rapport à la justice restaurative. Et c'est grâce à eux qu'on en sait autant sur le Good Life Model en francophonie. Et les derniers, Émilie Matignon. Merci, collègue chercheur. Et merci pour ton approche parce que tu es la première personne de l'IFJR qui n'a pas essayé de définir ce qu'on faisait. C'est vrai. Ouais. Et je trouve que la démarche a été bienveillante et il est tout de même beaucoup plus positif finalement de présenter ce qu'on fait et puis de s'écouter les uns les autres plutôt que d'essayer de juger ce que les autres sont censés faire ou ne pas faire systématiquement. Et du coup, ton approche était très bonne de préciser ça. Voilà. Et au final, Citoyen Justice qui nous a permis de faire cette recherche et à ceux qui ne sont pas là, qui sont quand même les principaux concernés, les auteurs et les victimes. Bon, bref, on en vient, oui, on a des approches différentes et des regards différents, on a certainement des origines aussi d'études différentes qui nous font pas regarder la même chose ou au même endroit sur le terrain. Finalement, c'est pas très grave parce qu'on se complète dans ce regard-là. L'ARCA est formateur reconnu par le ministère de la Justice. Nous sommes dans la circulaire, évidemment, avec l'IFJR. Il y a Citoyen Justice qui peut faire ça. Donc, tous ces organismes sont des formateurs, présentant leurs approches, leurs regards. Les trois fournissent des attestations reconnues par le ministère. Pour ces formations-là, valide ça. Il y a une autre personne dans la salle qui s'appelle Hélène Van Dijk, que je vous recommande, qui est certainement la meilleure sur notre territoire sur les conférences familiales et les conférences restauratives. Donc si vous pouvez taper sur Internet l'association Question de Justice, je pense que ça lui rendra hommage pour tout ce qu'elle fait depuis la Hollande jusqu'à la France. Voilà. Maintenant, le fait d'être reconnu par le ministère, ça ne fait pas tout. C'est à nous d'innover, de continuer de créer. Puis on a beau tester des choses, on voit que ça ne suffit pas. Il suffit de regarder dehors le nombre de personnes qui sont dans la rue, qui ne vont pas bien, qui se tapent dessus. Voilà, ça ne suffit pas ce qu'on fait. On n'est pas encore assez bon, pas assez présent, on ne tend pas assez la main. Donc il faut qu'on aille plus loin et nos protocoles ne suffisent pas par rapport à ça. Il faut qu'on fasse mieux. Ce qui a été dit par Estelle Zinstag est très présent puisque grâce à elle, grâce à d'autres collègues, on va lancer une recherche qui est soutenue par la Commission européenne, de la justice restaurative mais aussi du réhabilitatif Good Life Model, auprès des terroristes dans les différentes détentions européennes. Donc on essaie de le faire, ça aussi, on va s'y mettre. En fait, pour définir au mieux notre approche qu'on peut développer à l'ARCA, et je pense qui est le témoin fort du partenariat avec Citoyen Justice, il faut que je vous raconte une histoire qu'on aime beaucoup avec mon collègue. Beaucoup, qu'on aime bien raconter. Il en parle mieux que moi en plus, mais je vais quand même essayer de le jouer aussi bien que lui, faire les mimiques et tout ça. On va essayer de faire ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'éléphant ? C'est une histoire importante, l'histoire de l'éléphant. Bon. Si je vous dis qu'on s'est baladé avec nos enfants, puis qu'on a été voir un spectacle, et dans ce spectacle-là, même si on n'est pas fan des spectacles animaliers en plus, voilà, faut foutre la paix aux animaux, mais bon, bref. Là, il y avait un éléphant, et les enfants face à un éléphant, ils sont quand même fous. C'est incroyable. Et le responsable est là, puis il présentait un petit peu aux enfants à quel point il est fort et costaud cet éléphant et ce qu'il est capable de faire.
Puis il leur dit, regardez un peu, il est tellement fort qu'il arrive à tirer un bus comme ça en posant juste une patte après l'autre. Et ça ne lui fait ni chaud ni froid, il est tellement fort qu'il arrive à faire ça. Alors les enfants trouvent ça extraordinaire, ils regardent, ils sont ébahis. Puis Babette, le responsable, qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander aux enfants de monter dans le bus. Puis là, l'éléphant, sans aucun effort, une patte devant l'autre, clac, clac, clac. Il tire le bus avec tous les enfants dedans. Alors là, nos gosses, ils sortent complètement fous. Nos petits gars, là, ils n'en peuvent plus. L'éléphant, extraordinaire. Ça. Et quand on sort, on voit sur la gauche, en fait, qu'il y a cet éléphant, là, qui est attaché avec une petite corde, une petite ficelle de rien du tout, un petit bout de bois de rien du tout, là, comme ça, derrière un petit grillage. Et nos enfants, c'est légitime, ils nous demandent, pourquoi il est attaché cet éléphant? Et surtout, la question qu'il y a derrière, c'est comment ça se fait qu'un truc qui tire un bus comme ça, avec des gamins dedans, comment un petit bout de bois, une petite ficelle, ça le retient? Alors, on a l'air intelligent, mais en fait, on l'est pas tant que ça. Ils nous posent plein de questions, on ne sait pas répondre. Comment ça se fait, pourquoi, mais il pourrait partir, etc. On ne sait pas. Alors, on va demander au responsable animalier. Le responsable animalier, il regarde nos gamins, il nous regarde, il fait « Mais vous savez, l'éléphant, il n'a pas toujours été grand. Un jour, il était tout petit. Et quand il était petit, c'est cette corde-là qui aujourd'hui paraît minuscule. Mais pour lui, quand il était petit, c'était énorme. Alors il a tiré dessus un premier jour, puis il a retiré dessus un deuxième jour, puis encore un troisième jour. Le problème, c'est que l'éléphant, il est très intelligent. C'est son point fort, ça. Du coup, il n'a pas oublié cette corde-là. Il ne peut pas l'enlever. Et il a grandi avec. Si on a une approche à l'ARCA, c'est qu'on se contrefout du système, des grilles, de ce qu'il y a autour, de qui regarde, de qui juge. Ce qu'on veut, c'est enlever les cordes. C'est ça qu'on veut. Permettre aux éléphants d'enlever les cordes. Peu importe la manière. C'est ça qu'on aimerait. Il n'y a aucun chercheur, aucun modèle, aucun outil, aucun dispositif qui nous vient d'aucune façon, même selon les Canadiens, avec les données probantes de la récidive. Peu importe la façon de faire. Il n'y a rien qui vaut plus qu'une personne, un auteur, une victime, une personne infractée. Pas un dispositif. Donc nos outils à l'ARCA, ils sont gratuits, disponibles, libres d'accès. On vous les envoie. Des fois, ils nécessitent des formations. Tu as bien fait de cadrer ça. Pour autant, ils sont disponibles. Si vous les voulez, il faut les avoir vite parce qu'ils vont évoluer. On ne va pas s'arrêter d'en faire. Et on ne va pas les garder parce qu'a priori, ils auraient bien marché un coup. Ils changeront tout le temps parce que les personnes qui ont des cordes, elles changent tout le temps. Et les cordes changent tout le temps. Merci beaucoup.